C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Est-ce qu'on peut parler de plaisir quand on fait du soin palliatif ? Et je pense que oui, en fait, parce que ça redonne du sens à la médecine. Je retrouve dans le regard des familles et des résidents pourquoi j'ai fait médecine. Les gens sont satisfaits, apaisés. Je retrouve du plaisir, c'est comme ça. Benjamin Rimaud est médecin gériatre dans le Val d'Oise. Ancien urgentiste, il est maintenant médecin coordinateur, notamment dans un EHPAD où nous l'avons rencontré. Première fois dans un EHPAD ou... Pour parler de fin de vie, de start-up et du syndrome de l'imposteur. J'ai su que je voulais devenir médecin en première. J'étais dans un lycée plutôt élitiste, maths sup, maths p, ce que je voulais pas du tout faire. Et un jour, mes parents m'ont dit tu veux pas faire comme un de nos potes qui est médecin ? Et j'ai dit mais c'est exactement ce que je veux faire. Alors il était phlébologue, donc rien à voir avec ce que je fais, mais en fait c'était plus l'idée médecine qui effectivement était exactement ce que je voulais faire. Quand on fait des études de médecine, on part toujours avec une idée, je veux être neurochir ou je veux faire... Et puis les stages d'externe m'ont dit non, le bloc c'est pas pour moi, faire toujours la même chose, donc les spécialités au fond c'était pas possible. D'où mon attirance pour les urgences initialement, parce que je touchais un peu à tout et toujours dans la même idée de me dire s'il arrive quoi que ce soit à une personne, de me retrouver et de dire je saurais quoi faire. Dans un avion, dans la rue, enfin peu importe. Et donc les urgences, c'était une évidence. Donc j'ai fait urgentiste à la PHP pendant 15 ans à l'hôpital Beaujon. La gériatrie, puisque maintenant je suis gériatre, est arrivée quand les personnes âgées étaient aux urgences et que j'ai commencé à voir qu'elles restaient 12 heures sur des brancards et je me dis non mais ça c'est pas possible. Et donc je suis parti faire de la gériatrie. Messieurs, dames, bonjour. Vous allez bien ? Ah ouais, ça va. Bonjour. Donc là vous allez dehors là ? Oui. Ah bon, pourquoi on vous a surpris dans le couloir là ? Ce matin. Je dors le matin. Ce matin, vous étiez devant l'ascenseur au niveau du tapis, en train de fumer. Mais c'est fini tout ça. Vous allez me frustrer. C'est mon seul petit plaisir. Bah oui, mais nous on veut pas vous enlever le plaisir. On veut que le plaisir il soit à l'extérieur de l'établissement. Eh ben, il en est question. Eh ben... Surtout que vous êtes monsieur le directeur. Ouais, bah oui. Bonne journée. La gériatrie, c'est une spécialité qui est plutôt neuve, qui est pas très attirante quand on est jeune médecin, alors que c'est une spécialité juste incroyable. Si on aime avoir une vision 360 des gens, je pense que c'est la gériatrie qui est une vraie spécialité globale, à la fois sur du médical très spécifique, parce que c'est polypathologique, donc compliqué, polymédicamenté, avec des iatrogénies, des histoires de vie incroyables. Et puis, au fond, on travaille beaucoup en équipe en gériatrie, et ça, c'est fantastique. Salut Céline, ça va ? Ça va. Alors ? Ils sont bons ? Ils sont très bien tes petits croissants, docteur. Tu pars sur Fontenay ou... Ouais, là, a priori, il n'y a rien de particulier. Chaffre, à part Chaffre. Il est noyé, quand même. Il n'est pas en grande forme, je crois. Non. On va pas le réanimer. C'était effectivement pas à sa demande. Oui, et puis bon, je pense que voilà, il perdure, Pépère. Mais il est très pris là. On l'a revu, sa fille, hein ? Tu l'as revu, toi ? Moi, je l'ai revu avant Noël, parce que je l'avais appelé donc, pour lui expliquer un petit peu, on avait refait un point. Après, on peut la revoir. Elle est bien au clair. Mais il y a C'était aux urgences. J'ai une dame qui arrivait dans le coma, qui était pas bien. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc je me suis retrouvé, je crois que il était 3h du mat, on était avec un infirmier, on se dit non c'est pas possible, on ne peut pas la laisser comme ça. Elle était sous morphinique mais elle était pas bien. Elle avait du mal à respirer, on la sentait douloureuse, crispée et puis agitée, tout en étant somnolente. Et donc je me suis senti, je savais pas quoi faire. Et donc on en a discuté, je pense que le réanimateur est venu, on en a reparlé ensemble et je pense qu'elle a été accompagnée tranquillement. Mais c'est des cas à 3h du matin quand il n'y a personne, qu'on est crevé, de se dire qu'est-ce que je fais, c'est un vrai sujet.
Et donc c'est les premières fois où j'ai cette image d'inconfort. Et c'est marrant parce que j'en ai rediscuté avec un médecin, il était pareil, smuriste, urgentiste, et il est parti en soins palliatifs. Et je me rappelle de cette discussion qu'on avait eue par rapport à cette patiente. Moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et à l'époque, je n'avais pas forcément la même vision que lui. Lui, il avait déjà cette vision soins pal que j'avais pas et que j'ai acquis finalement avec l'expérience. J'ai été confronté très vite à la mort. Alors, vous dire quel est le premier, non, impossible. En tant qu'externe à l'hôpital, on est vite confronté finalement à ce genre de choses. Très fréquemment aux urgences, au SMUR. Et puis, moi, c'est mon quotidien, en fait. Donc, la mort, c'est un tabou en France, c'est incroyable. Et donc, j'essaye de diffuser la bonne information, ou en tout cas, je dirais même, à 18 ans, on devrait déjà en parler. On devrait déjà avoir fait cette directive anticipée, parce que tout peut arriver. On a bien eu les cas Lambert, on a bien vu ce que ça a donné. L'affaire Lambert, devenu le symbole du combat pour la fin de vie. Tout commence en 2008. Un accident de voiture lui laisse de très graves lésions cérébrales. Il est plongé dans un état végétatif définitif. En 2013, l'hôpital de Reims prend la décision, avec l'épouse de Vincent Lambert, d'initier un premier arrêt des soins. On ne continue pas à se battre pour maintenir uniquement des organes en vie. Qui est-ce qui voudrait vivre en état végétatif ? C'est là que la bataille judiciaire commence. Très vite, sa famille se déchire sur son sort. Ce n'est pas une vie qu'aurait voulu Vincent, il l'avait très clairement dit. Ils sont en train de le tuer sans rien nous avoir dit. C'est des monstres. Vincent Lambert s'est éteint ce matin à 8h24 au CHU de Reims. La fin d'un long calvaire pour l'ancien infirmier de 42 ans et un soulagement pour une partie de ses proches, éreintés par l'interminable bataille judiciaire. C'est pas triste, les gens me disent toutes nos condoléances, mais ou courage, ou moment difficile, mais en fait ça remet les choses dans l'ordre. En fait, c'était ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêts depuis des années. La mort, c'est la vie. Tout le monde va arriver à la même chose. Donc je pense que le tabou, il faut l'enlever. Moi, je m'aperçois qu'avec les familles, la première chose que je leur pose quand ils arrivent, comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la fin de vie de leurs proches ? J'ai les boîtes de mouchoirs sur mon bureau. Mais au fond, de leur poser ça, ça lève tous les tabous. Staff ? Ouais. Comme la semaine dernière. Ouais. Organisation oui. de petits changements qu'il y a eu. Bon, j'ai revu la famille. Ils sont bien au clair et en fait, on arrive sur une fin de vie plutôt longue. Donc j'ai bien remis les points sur les i avec la famille. Elle est bien au clair sur le fait que ça va être fluctuant et que l'alimentation sera plaisir. Voilà, ils sont d'accord. Le risque de fausse route est présent, on est d'accord. Tout le monde est au courant là-dessus. Comme le madame réclame. Ouais, elle a demandé. Ouais. Évidemment que on va lui donner. Alors elle est plutôt sucrée, compote, machin. Sans trouble de la déglutition. Elle avale bien. Très bien. Donc on continue comme ça. Et puis on verra. Moi, ce que je voulais, c'était que le discours soit cohérent entre les deux équipes, parce que quand on avait acté le fait qu'on arrêtait l'alimentation, l'hydratation, il y a quand même eu un moment, parce qu'elle demandait, je comprends les soignants, quand on demande, on donne. On a été choqués. Voilà. Que la famille est arrivée, donc ne comprenait plus la prise en charge. Mais elle n'était pas bien quand... Oui. Et voilà. Elle était vraiment endormie, il y avait des trucs. Oui, bien sûr, il y avait des trucs. Mais ça a changé. Donc voilà, donc on acte le fait que alimentation plaisir. Dans ce midi, elle a pris 3 compotes et l'eau gélifiée. Ouais. Alors là, elle ouvrait encore la bouche. J'ai dit, voilà, ça va. C'est bon. C'est bon pour ce midi. Oui. On va en goûter. Elle dit que c'est bon. C'est bon. J'en veux encore. Moi, J'ai tous les moyens pour les accompagner dignement. Les seringues électriques, ça va me permettre de pouvoir accompagner dans les soins palliatifs, quand il y a de la douleur à la fois physique et anxieuse, de mettre des médicaments en continu pour que les patients soient paisibles et fassent des fins de vie sereinement. Et franchement, les accompagnements, je vois les équipes qui n'étaient pas forcément dans cette dynamique. Maintenant, c'est elles qui me disent, bon là, il faut qu'on discute soins palliatifs, il faut qu'on discute de la famille, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en est où, madame ? Mais la journée, elle était pionnière. Et après, la journée, elle dépiote, elle étale. Pas non plus. Des choses habillées, en fait, je sais qu'elle essaie de ne pas enlever. Peut-être des salopettes un peu... On peut tester les salopettes à l'envers. Faut voir comment, parce que madame, elle est intelligente. Elle essaie très bien. Ah ouais, mais je sais, mais justement, j'aimerais bien voir ce qu'elle fait, tu vois. Un test, tu vois. On demande des brouillards pour la nuit et des salopettes en journée. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est des contentions. Mais c'est la mode aussi maintenant.
C'est pour la mode. C'est à la mode, hein, les combinaisons. J'avais discuté avec une psychologue qui m'avait dit j'ai un chef de service de soins pal qui me disait est-ce qu'on peut parler de plaisir quand on fait du soin palliatif ? Et je pense que oui, en fait. Parce que ça redonne du sens à la médecine. Je retrouve dans le regard des familles et des résidents pourquoi j'ai fait médecine. En fait, les gens sont satisfaits, apaisés, et puis, au fond, bien accompagnés. Mon accompagnement, au fond, il devient standardisé. Je pourrais même ne plus être là. En général, quand on reçoit les familles, je suis avec la psychologue, je suis avec l'infirmière coordinatrice. Elles connaissent tellement le discours qu'elles-mêmes, maintenant, elles savent comment accompagner, parce qu'on s'est aperçu que cet accompagnement-là, en tout cas de discuter, d'en parler, de l'évolution des pathologies, comment ça va se passer, et ben, c'était ce qu'avaient besoin d'entendre, ou en tout cas d'appréhender les familles. La question, c'est l'idée en vue plus, là ? Non. Non. Donc la vraie question, c'est un moment de se Même dire... la toilette, excusez-moi, même la toilette, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Il n'y arrive plus, il est dans son lit, on le prend en fauteuil, on l'emmène dans la salle de bain, même la toilette, pour qu'il c'est très compliqué. Moi, je fais sa toilette au lit. Ouais. Moi, je sais pas faire sa toilette faire parce que c'est très difficile. C'est ce que je peux entendre. Il y a moins de 5% des résidents qui arrivent en EHPAD qui ont des directives anticipées. J'ai trop entendu des familles souffrir en disant le réanimateur ou le chirurgien ou peu importe un médecin, qu'est-ce que vous voulez pour votre père, votre mère ? Et en fait, ils ont cette culpabilité de se dire c'est moi qui ai pris la décision de. Et je crois que les décisions collégiales, de discuter avec la personne qui distribue le petit déjeuner, celle qui fait sa toilette, celle qui fait ses soins, ses pansements, tout ça, elles ont un regard, elles ont une vision, elles ont une relation avec les gens. Et c'est là où je dis que les décisions collégiales sont importantes, c'est quand est-ce que j'arrête le soin ? Parce que nos études sont là à dire on soigne, on soigne, on soigne. Et ben c'est de se dire est-ce que j'arrête au bon moment, pas au bon moment ? Et le fait de réfléchir ensemble enlève ce poids. Je pense que quand on est médecin, on essaye de faire abstraction de tout. On n'appelle pas le patient, c'est par pathologie, c'est par acte. Mais je pense que c'est aussi permettre d'avoir sa barrière, sa carapace. Et donc, quand on arrive sur des situations, on pense à ce qu'on doit faire techniquement et pas trop à la personne qu'on a à côté. Et je pense que ça, c'est important si on veut bien faire son job. C'est savoir séparer. Après qu'on on le repense et qu'on le revive différemment, probablement, je pense chacun le mature à sa façon. Mais quand on est dans l'urgence, l'urgence, c'est de faire techniquement ce qu'on a à faire. J'étais au SMUR de Poissy, je crois. On a été demandé sur un homme qui s'était fait écraser par un camion. Donc on va sur place. On arrive, il faisait froid, c'était l'hiver. Il faisait nuit, il pleuvait. Et je me rappelle que j'ai dû m'allonger par terre pour qu'on puisse l'intuber. Comme c'est un polytraumatisé, il était sur la route, tout était sécurisé. On ne pouvait pas trop le bouger, on ne savait pas trop les lésions qu'il avait. Il fallait vite finalement l'intuber pour pouvoir le réanimer correctement. On ne se pose pas la question, on essaye de se mettre dans les conditions tout de suite pour pouvoir le faire. Donc il était au sol, au milieu de la chaussée. On fait ce qu'il faut, quoi. Et on l'a récupéré. Ça a été un épisode assez marquant. Par les circonstances, l'ambiance qu'il y avait. Les accidents de la voie publique, ça marque. C'est souvent violent. On arrive, il y a des membres, il y a un peu partout, des écrasements. Après, je pense que la formation d'urgentiste devrait être systématique pour tout médecin, n'importe quel médecin. C'est la meilleure école pour apprendre le rapport à l'autre, déceler la gravité. Mesdames, bonjour docteur. Comment allez-vous? Bonjour. Bon alors je répète la situation. Je suis médecin coordonnateur alors de plein de choses, de 2 EHPAD, d'un CRT, c'est les centres de ressources territoriaux, où j'ai 30 lits entre guillemets d'EHPAD à domicile. Et je suis médecin coordonnateur d'un DAC, qui sont les dispositifs d'appui à la coordination, donc sur le territoire. Donc vous voyez bien que la coordination, c'est mon centre de métier maintenant. Il va très mal, il est très agité nuit et jour, il voit des fantômes. Elle est en
d'autonomie, apparemment GIR2, avec une dénutrition sévère, des chutes à Est-ce répétition. que c'est un Alzheimer? Est-ce que c'est un Mais à c'est voir comme une ça, décompensation. Absence de suivi médical, hospitalisation répétée. En fait, elle est alcoolodépendante. Il refuse les aides à domicile et il épuise tout le monde. La situation est ingérable. Mon job, maintenant, c'est plus vraiment de la coordination. J'essaye de voir comment est-ce qu'on va s'occuper de nos personnes âgées au domicile, en sachant qu'il y a très peu de médecins qui font de visites maintenant et qu'il y en aura de moins en moins. Dernière situation et pas des moindres, un mail que je vais vous lire. Donc nous connaissons madame et ses enfants depuis de nombreuses années. Sa fille ne travaille pas pour rester auprès de sa mère et de son fils, et son fils est régulièrement au domicile pour aider sa sœur pour les soins quotidiens. Nourrir, laver, changer, habiller leur mère, régler les factures. Il est venu au CCAS épuisé et inquiet de l'état de santé de sa mère qui cumule plusieurs pathologies, maladies. Vu la population vieillissante qui arrive, le fait qu'on va plus pouvoir prendre autant de patients en EHPAD, les EHPAD vont être saturés dans les 2-3 prochaines années. Et donc le but, ça va être de laisser les gens au domicile dans les meilleures conditions. Et sans aidants, ça va être compliqué. Et donc j'ai créé une start-up qui s'appelle Monca, qui est dédiée aux aidants. Et là, pareil, on fait de la coordination médico-sociale et sanitaire via des infirmières de coordination. Pour la prise en charge et la structuration des patients. C'était une dame qui était suivie par le réseau, en fait, initialement. Oui. Donc on doit avoir quand même pas mal de choses sur ses antécédents médicaux, etc. Maladie de Huntington. Ah bah voilà, donc c'est une maladie de Huntington. Donc évidemment que c'est un gros problème. Vous savez ce que c'est qu'une maladie de Huntington ? Non. Donc c'est une dégénérescence, t'as des démences avec des mouvements anormaux. Un peu comme Parkinson. Et j'en ai un en EHPAD là. Tu vois, il a 55 ans et ça fait 3 ans qu'il est chez moi dans du soin palliatif. Tu vois, elle déjà, Huntington, à 65 ans, elle a déjà vécu longtemps, je trouve. En plus, c'était en 2016, Benjamin. Ah ouais, donc il y a 7 ans. Et elle va se dégrader petit à petit par la force des choses, un peu, c'est ça. C'est plus que ça, ouais. Oui. Ils font la toilette, ils font le machin. Je pense qu'elle est déjà grabataire au lit. Et dents épuisées, c'est parce qu'effectivement, il ne doit pas y avoir d'aide à domicile. Hein. Non, mais Le doute qui m'assaille le plus souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Mes associés dans la start-up, là, qui me disent « Mais arrête d'avoir le syndrome de l'imposteur. En fait, il y en a peu qui font tout ce que tu fais et qui ont l'expérience de ce que tu fais, donc arrête. » Mais je pense que le fait de se remettre en question régulièrement, c'est essentiel aussi pour être un bon médecin. J'ai un cas qui me revient sur... j'ai eu un doute de est-ce que j'aurais dû la faire sortir ou pas. Et on a revu le dossier de cette dame, j'ai rien à me reprocher. Mais j'avais cette intuition de me dire, je la sens quand même pas bien. Mais j'ai rien à mettre sous la main pour la garder. C'était une épidémie de gastro-entérite qui arrivait aux urgences. Elle avait vraiment les symptômes de la gastro. On l'a gardée, on l'a réhydratée. Ça allait mieux. Son bilan sanguin était normal, l'électro, tout était normal. Mais en fait, elle a été retrouvée morte le lendemain chez elle. Donc on a repris tout le dossier, normal. Et je m'étais dit, mais cette dame, je sais pas. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là au niveau, quand on médecin, c'est l'intuition, le ressenti. Et donc ça m'a marqué. Et donc maintenant, je fais toujours confiance à mes intuitions. Je m'éclate dans mon job. Franchement, si j'avais à refaire, je referais exactement la même chose. Mais j'ai besoin, de switcher d'un truc à l'autre rapidement. La routine me fait chier, voilà. Pour le dire gentiment. J'ai toujours été hyperactif. Et donc, les projets, c'est hyper important. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef, Alice Deschenaux, et le rédacteur en chef adjoint, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate, réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!